Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter Club Deal, le podcast qui démocratise et décortique le monde de l'investissement immobilier et de la finance personnelle. Je suis Loïc Audet et depuis 10 ans, en cofondant ImmoCities, j'ai bataillé afin de rendre l'investissement locatif accessible au plus grand nombre en accompagnant des milliers d'investisseurs à bâtir ou développer leur propre patrimoine immobilier. Et dans cette toute nouvelle saison de Club Deal, je vous propose, en compagnie de mes invités experts et surtout passionnés de finance, de découvrir ensemble les stratégies qui vous permettront enfin de mettre votre argent au travail. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. On recrache. Tu recraches, t'es sûr? On recrache tout. Bon. Sauf quelques exceptions. Ouais, il y en a où tu recraches pas. C'est clair. Bon, alors j'ai commencé un peu à bout pour point parce que j'ai déjà appuyé sur enregistrer. Parfait. Donc, si vous avez entendu cracher, recracher, bon, je pense que vous avez compris. C'est très bien. Au final, pour introduire l'épisode, on va parler de vin. Exactement. Voilà. On va parler de vin et comme on est investisseur et on investit beaucoup en immobilier, on va parler aussi d'investir dans des vignobles, des châteaux, pourquoi pas. Donc, aujourd'hui, pour nous en parler, Antoine. Bonjour Antoine. Salut Loïc. Tu vas te présenter et tu as également un podcast comme ça, on fait l'instant promo en même temps. Tu as un podcast dans le vin. Exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup de m'accueillir. Moi, je suis Antoine, du coup, je suis un des cofondateurs d'une boîte dans la mobilité. Ça, c'est mon day job, mon night job aussi, mais enfin mon job dans la semaine, on va dire. On a une boîte qui transforme des véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc le rétrofit. Le rétrofit, exactement. Ça s'appelle Phoenix Mobility. Et en parallèle de ça, j'ai une passion pour le vin que je nourris depuis 3-4 ans maintenant. C'est le vin qui te nourrit ou c'est... Alors, le vin me nourrit pas, mais il accompagne ma nourriture, donc ça marche pas mal. Et en gros, j'ai toujours été fan de podcasts, et quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, j'y connaissais absolument rien. Et je me suis dit, la meilleure manière d'apprendre, c'est d'aller voir les gens qui le font, et qui, pour le coup, sont les meilleurs dans leur domaine. Je me suis dit, du haut de mes 20 et quelques années à l'époque, je vais créer mon podcast, ce que j'ai fait. Et ça s'appelle le Winemaker Show pour les passionnés qui nous écoutent. Et je sors un épisode toutes les 2 semaines avec les plus grandes personnalités dans le monde du vin. Que ce soit des vignerons, donc qui sont vraiment les mains dans le cambouis ou dans les vignes, quoi. Ouais, dans les vignes, ouais. Jusqu'à des banquiers d'affaires qui achètent et vendent des domaines avec les très grandes familles françaises, en passant par des personnes qui font du déplacement dans les bouteilles de vin, etc. Des grands sommeliers, des dégustateurs, des critiques. Voilà. Un épisode toutes les 2 semaines et je me régale. Ouais, tu m'étonnes. et parce qu'il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de gros propriétaires également. Je sais pas, j'ai Depardieu en tête qui a acheté beaucoup de vignes. Ouais, clairement. Le monde du vin, c'est un monde qui est très tourné autour de l'immobilier. Et tu vois, je pense que c'est un des enseignements dans le monde de l'immobilier, c'est que le premier est souvent le plus dur. Mais en fait, très vite, tu peux avoir, si tout se passe bien en tout cas, et si tu as un business case qui est le bon, tu as très vite un effet boule de neige. Et je pense que pour le vin, c'est d'autant plus vrai parce que tu as toujours envie d'avoir quelques bouteilles en plus, ou quelques vignes en plus, ou d'autres choses en plus, et de découvrir encore plus de régions. Donc il y a quelques très très grands propriétaires. Ok. Et est-ce que tu as des très bonnes bouteilles? Alors, je ne suis pas un spécialiste du vin, donc c'est bien parce que je vais te poser des questions bêtes. Ouais. Est-ce que tu collectionnes des bonnes bouteilles chez toi? Comment tu les conserves? Oui, bien sûr. En fait, quand tu veux investir dans le vin, tu as un élément qui est crucial. Tu as 2 éléments qui sont, ou 3 éléments cruciaux. Le premier, c'est quel vin t'achètes? Ok, oui, normal. Normal, classique. Combien de temps tu le stockes et comment tu le stockes? Et après, comment est-ce que tu le dégustes et tout ça, c'est la question opérationnelle, on va dire. Mais en tout cas, tout l'amont, c'est qu'est-ce que tu choisis, comment tu stockes et pendant combien de temps. Qu'est-ce que tu choisis? En soi, tu as des bouteilles qui valent 10 €, qui sont spectaculaires et qui donnent une émotion de fou. Et tu as des bouteilles à plusieurs milliers d'euros pour lesquelles tu vas être un peu déçu. Parce que quoi? Parce que mal conservé ou parce que... Parce que mal conservé, parce que tu peux avoir des attentes qui sont énormes aussi, parce que tu peux l'avoir pas ouvert au bon moment, pas avec les bonnes personnes, pas avec le bon... Enfin, tu vois, t'as plein de... Ouais, il y a plein de paramètres qui font que... Voilà. Donc, quelle bouteille tu choisis? Ça dépend pourquoi faire. Si c'est pour te faire plaisir, ce sera sûrement pas un vin qu'on pourrait qualifier d'investissement. Ce sera
une belle bouteille chez ton caviste qui t'aura recommandé, un truc qui fait plaisir. Là, en ce moment, c'est le Beaujolais nouveau au moment où on enregistre, c'était hier soir. Ouais. C'est des bouteilles qui font plaisir, c'est plein de fruits, et c'est super agréable à boire. Voilà. Ouais. Si tu veux faire... C'est plus un vin de conso que... Ouais, exactement. Ouais. C'est pas des vins de garde, c'est pas des vins que tu vas... Clairement pas d'ailleurs sur le Beaujolais, mais tu vois, c'est pas des vins que tu vas mettre dans ta cave pendant des années et des années. Ensuite, si tu veux investir dans le vin, dans les bouteilles de vin, là, tu as un peu deux grandes stratégies. C'est soit tu prends des valeurs classiques. Que tu payes cher. Que tu payes très cher, c'est normal. Mais c'est un peu comme un placement à la papa, tu vois. On pourrait dire je sais pas, ton assurance vie assez classique ou de... Ouais, carrément, tu le mets à ce niveau-là. En fait, tu as quelques bouteilles de vin qui sont connues pour prendre de la valeur quoi qu'il. Tu prends des grands crus de 1855, qui est un des grands classements à Bordeaux, avec une cinquantaine de vins à l'intérieur. Tu vois, un Château Margaux, un Lafite Rothschild, des choses comme ça. Ouais. Cheval Blanc, non, Cheval Blanc, c'est pas un 1855, c'est un Saint-Émilion, mais c'est un autre classement, bref. D'accord. En gros, tu as quelques grands classements où tu sais que si tu prends le top, quoi qu'il arrive, c'est des bouteilles qui vont monter en valeur. Ouais, alors ça bouge pas énormément. Enfin, en gros, tu as une aversion au risque qui est faible, un peu comme dans l'immobilier au final. Exactement. Ouais. Le seul truc, c'est que un des éléments pour bien pouvoir vendre son vin, c'est de l'avoir bien conservé. Okay. Et du coup, quand tu es un particulier, ça c'est ultra difficile, ou en tout cas quand tu veux le faire tout seul dans ta cave, c'est ultra difficile parce que tu peux pas témoigner de comment tu as conservé le vin. C'est ça tout l'enjeu, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu te refiles la patate chaude un peu, parce que un peu le marché secondaire, sur le marché secondaire, donc tu te refiles une patate chaude qui a peut-être à un moment donné mal été conservé. Quoi. Alors il y a quelques moyens quand même de vérifier si un vin était bien conservé ou pas quand tu achètes une bouteille d'occasion ou sur le c'est bizarre, une bouteille d'occasion. Voilà, mais en tout cas une bouteille de seconde main, on va dire. Okay. Il y a un élément qui est important, c'est évidemment le niveau du vin. Donc tu sais, quand tu poses ta bouteille de vin, tu vois le niveau de vin à l'intérieur de la bouteille. Et forcément, s'il est un peu descendu, plus bas, c'est qu'il y a un problème. C'est que le vin s'est évaporé, qu'il n'a pas été conservé dans les meilleures conditions, etc. Pareil pour l'étiquette, ça c'est un truc qui est tout bête, mais l'état de l'étiquette, ça influe sur la valeur de la bouteille. Ça te dit si ça a été dans l'humidité. Voilà, exactement, dans l'humidité. Et puis même, moi, je sais pas, demain j'achète une bouteille à 1000 balles. Attends, mais ça se voit quoi. Je veux que l'étiquette soit belle. Je veux que le vin soit très bon si j'ai décidé de le boire, mais je veux surtout que l'étiquette soit belle. Question conne, ça sera imprimé l'étiquette. Parce qu'il doit y avoir tout un... Non, tu peux pas... Alors, je pense que ça dépend de la liaison que tu as avec le château, mais je pense pas que tu puisses réimprimer. Par contre, tu as des châteaux qui changent le bouchon. Donc si tu as des très vieilles bouteilles dans ta cave, où tu as décidé de garder des bouteilles pendant très longtemps, ça vaut le coup de temps en temps, tous les 20 ans, je parle, tu as quand même le temps, mais de passer un coup de fil au château et lui dire, voilà, j'ai 6 bouteilles de, je sais pas, Pontet Canet, machin. Est-ce que je peux vous les renvoyer pour vous me changer le bouchon, histoire que ce soit clean ? D'accord. Et du coup, le mec ouvre et referme. Exactement. Il ouvre, il corrige le niveau avec un petit peu de vin qu'ils ont en stock, souvent. Quand ils le font, ils font comme ça. Ils le font pour leur propre cave. Tu vois, les châteaux, en général, ont des vinothèques avec tous leurs millésimes. Voilà. Okay. Et donc, eux changent aussi les bouchons de temps en temps. Okay. Et dans ces cas-là, ils complètent le niveau. Mais c'est vraiment... ils te font la pointe. Voilà, c'est ça. C'est un demi-centilitre, histoire de protéger le vin et que ce soit clean. D'accord. Et du coup, ils te remettent un bouchon et c'est reparti. Voilà. Et elle perd pas de valeur, cette bouteille, parce que du coup, elle a été... Ça dépend. Ouverte, tu vois. Ouais, ça dépend. Ça dépend du vin, ça dépend de l'année, du millésime, de beaucoup de choses en fait. Tu peux pas. C'est difficile. Okay. Le mieux, c'est quand même de bien conserver. Pour ça, soit tu le fais tout seul et tu t'assures d'avoir une très bonne cave, dans les bonnes conditions. D'ailleurs, c'est quoi une bonne cave ? Moi, j'ai acheté un truc, ça ressemble vaguement à un frigo. Je mets tout dedans. Enfin, je fourre un peu tout dedans, quoi. Tu vois, blanc, rouge, je m'en fous, quoi. Je mets tout dedans. Mais typiquement, tu vas avoir une bonne cave chez toi, on va dire le français moyen. Je dis le français moyen parce que à un moment donné, tu as un manque de place potentiellement chez toi. Tu es obligé un peu d'arbitrer. Et une cave à vin, enfin, en tout cas tel qu'on le voit, une espèce de frigo, ça prend quand même un peu de place. Ouais, c'est clair. Ça prend un peu de place et c'est pas non plus super safe parce que quelqu'un arrive chez toi, tu peux mettre un cadenas, mais un cadenas ça se pète quand même facilement. Ouais. Sous c'est une vitrine en plus la plupart du temps. Ouais, en plus t'as une vitrine, donc il suffit que tu vois quelques très belles bouteilles à l'intérieur, un mec peut très bien te les prendre. Ouais. Ou si t'as des enfants qui passent, ils peuvent très bien, soit s'ils sont un peu vieux, te les prendre pour aller en soirée avec, ou s'ils sont un peu plus jeunes, te les casser, ce qui serait quand même un peu dommage. Donc tu peux avoir une cave chez toi. Ouais. Si tu veux faire ça, c'est pas ce que je recommande si tu veux investir dans le vin, mais si tu veux avoir la cave chez toi, il faut veiller à ce que ta cave
contrôle évidemment la température, avec une bonne température de conservation, mais aussi l'humidité, puisque c'est les deux composantes qui font que tu as une bouteille qui dure. Si tu veux stocker du vin ailleurs que chez toi, tu as des services qui te permettent de te le faire, soit qui font seulement du stockage, t'en as en région parisienne d'ailleurs, et qui peuvent aussi te livrer la bouteille quand tu veux. C'est vrai. Donc tu payes un fee à l'année en fonction de ton nombre de bouteilles, de ton espace de stockage, machin. Comme un truc de stockage dématérialisé. Sauf que c'est dans des crayères, niveau d'humidité parfait, niveau de température parfait, ultra sécurisé, assurance, tutti quanti. Il te les tourne un peu de temps en temps. Voilà, exactement. Quasiment, tu vois, il passe un petit chiffon dessus. Trop bien. Et t'en as aussi ailleurs, à Bordeaux, en Bourgogne. Enfin, t'as plein d'acteurs. Si vous tapez stockage de vin, tu vas avoir les 3 acteurs qui sont clean et à qui tu peux faire confiance. Et en général, ils te livrent. Et tu as aussi des acteurs dans lesquels tu peux, qui te permettent de faire l'investissement dans le vin. Donc, ils vont acheter les bouteilles pour toi. Tu vas leur dire, moi, je mets, je sais pas, 5000 balles ou je veux absolument avoir telle et telle bouteille. T'as un goal d'avoir telle bouteille, de trouver telle et telle bouteille. Et ils vont te dire, pas de problème, tac, on les stocke et quand tu les veux, on te les livre. Voilà. T'as un acteur que j'ai interviewé d'ailleurs, j'ai interviewé Quentin Chaperon qui était en charge de la sélection des vins pour cette boîte. Et c'est un acteur qui s'appelle YouWine et je pense que tes auditeurs connaissent un peu le principe des ETF. Donc, complètement. Donc, dans lequel tu mets de l'argent et c'est un panier d'actions qui se crée. Et ben là, chez eux, c'est pareil. Alors, le ticket minimum, c'est 10 000 €. Donc faut y aller. Donc il faut quand même un peu y aller. Mais ils te font, et puis bon, après tu peux le faire entre potes, tu peux le faire à 4 potes, 2500, tu vois, vous vous mettez d'accord sur une règle de quand vous pourrez boire les bouteilles, mais c'est aussi un bon truc. C'est pas mal. Ouais, carrément. Et eux se débrouillent, ils vont arbitrer, ils vont te sélectionner 50, 80 vins chaque année qu'ils vont mettre dans ta cave. Et toi, tu peux voir la valeur en temps réel, etc. Et quand tu veux, tu peux dire, vends. Et là, ils vendent automatiquement à potentiellement un autre acheteur qui a également une cave, etc. chez eux, ou livre. Et tac, tu reçois chez toi la bouteille avec tes potes et tu peux l'avoir. Ça, c'est pas mal. Tout petit conseil, puisqu'on parlait de stocker le vin chez soi ou dans ses propres propriétés, donc dans sa cave à vin ou dans son sous-sol ou peu importe, il y a un tout petit trick qui est assez sympa, c'est de mettre du cellophane autour de sa bouteille de vin pour justement protéger l'étiquette. On en parlait un peu. Et tu fais pas une espèce de pont thermique là Non. Le cellophane, c'est super peu épais. C'est collé, sans air. Collé, il n'y a aucun risque. Et je mets ça sur l'étiquette, au moins c'est clean. Et toi t'habites à Paris, donc forcément prendre l'espace aussi. Tu fais dans ta cave dans la cave. Alors non, pas dans la cave. Moi je t'avoue que on fait ça dans la famille. On laisse avec mes copines quelques bouteilles à droite à gauche chez des grands-parents, des parents, des trucs comme ça. Il faut avoir confiance. Ouais, ça va. On y passe de temps en temps. On surveille que le stock est encore là. Tu vois, on fait l'inventaire régulier, mais voilà. Et après moi, comme toi, j'ai une petite cave à vin dans mon appart, mais c'est clairement pas des bouteilles qui ont c'est pas des trucs que tu gardes énormément de valeur. C'est plus des trucs qui sont là pour quand il y a les copains ou pendant pas longtemps pour ouvrir, quoi. On va se mettre dans la peau du néo-investisseur de vin que je suis. Il n'est pas exclu que je fasse un achat en ligne pendant l'épisode. C'est une tradition. Je sais pas, j'ai fait ça 2 ou 3 fois là, maintenant je commence à me chauffer effectivement. Voilà, j'ai rien. Alors moi, j'ai des bouteilles parce que mes parents habitent dans le sud et alors dans le sud, je dis sud, c'est plutôt du côté de Perpignan. On n'a pas de très bons vins à part le muscat de Rivesaltes, à part 2 ou 3 trucs comme ça, ou des vins plutôt d'apéritif, du Bagnols, des choses un peu qui n'ont pas forcément une très grosse valeur. Mais c'est très bon. Ouais. Mais voilà, ça s'arrête là. Du coup, j'ai ces bouteilles-là chez moi que je consomme de temps en temps. Et il y a des fois, en plus, j'ai pas de chance. Le truc il est piqué. On m'a donné. Enfin, c'est mes parents qui me donnent des trucs qui sont des fois peut-être un peu trop vieux et peut-être mal conservés. Du coup, c'est pas de chance. Des fois, c'est dégueulasse. Ça arrive. Maintenant je me dis j'investis un peu partout, je diversifie. L'immobilier, j'ai pas fait le tour de la question parce qu'on fera jamais le tour de la question, mais c'est quelque chose que je maîtrise. Je commence à investir en bourse, je commence à investir dans les cryptos, j'ai investi dans le cannabis, j'ai investi dernièrement dans l'osmium, je t'en parlais tout à l'heure en off. Et là je me dis faire un petit plaisir parce qu'il y a quand même une notion de plaisir importante. Je me lance dans le vin. J'ai pas d'idée de budget vraiment précise. Pour l'exemple, je pensais bien de se donner un micro-budget pour que ça soit accessible à tout le monde et que tout le monde puisse se faire plaisir en investissant dans le vin. Exercice difficile. Ouais, super difficile. Si tu veux faire ça, moi je te recommande pas d'acheter une bouteille.
C'est okay. c'est pas utile. Par contre, je peux te recommander différents niveaux. Le premier, ce serait de passer via un service en ligne. Alors il y en a un qui s'appelle Cavissima, qui permet justement d'acheter quelques bouteilles, de les conserver chez eux de manière safe. Donc ça peut être pas mal. T'as une autre boîte qui est en train de se monter, mais qui est encore toute jeune, donc je sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais qui s'appelle Recolt, rekolt.io, qui te permet d'acheter des tokens de bouteilles de vin. Ok. Donc ça peut être pas mal, un bout d'un grand château. Là, t'es sûr de ne pas perdre, c'est bien conservé, etc. D'accord. Donc ça, c'est pas mal, enfin, t'es sûr de pas perdre. Tout investissement comporte des risques, évidemment, mais toujours la même chose, ok, mais globalement, à part si le truc prend feu ou... encore, t'as des assurances. Donc, il y a des assurances. C'est good. Okay. Sinon, pour commencer, t'as un peu deux aspects qui sont les plus accessibles. Ce serait acheter des parts de vignobles, donc de vignes. Pour ça, tu peux passer via un GFV. C'est un groupement foncier viticole. D'accord. Et donc là, c'est une société civile. Donc c'est un peu comme une SCPI. D'accord. Sauf qu'ils achètent un bout de vignoble. D'accord. Un vigneron. Ils le vendent à X personnes qui souhaitent investir dedans. Et ils le louent au vigneron. Alors on dit ils le mettent en fermage. C'est le terme agricole dédié. C'est le fermage. Donc, le fermage, exactement. Et là, le vigneron te paye un loyer. Enfin, paye un loyer à la société civile qui ensuite te reverse des choses. Ok. L'inconvénient de ça, c'est qu'en général, déjà les rendements sont plutôt faibles, mais de manière générale, les rendements sont relativement faibles quand même dans le monde du vin. Alors, tu peux pas espérer faire des x10 comme dans des cryptos ou autres. Non, c'est plus pépère. Hein. Et c'est plus plaisir, parce que par exemple, dans les GFV, la plupart du temps, tu es rémunéré en bouteille de vin. Donc, tu as un commissaire au compte qui vient évaluer la bouteille de vin. La production. T'as un discount sur le prix de la bouteille. Donc on dit, je sais pas, la bouteille qui valait 60, en fait, au propriétaire, elle vaut 40. Et pour te verser un loyer de 200 balles par mois, on t'envoie 5 bouteilles. Et on t'envoie ça tous les ans, on t'envoie ton stock de bouteilles. Ça, c'est pas mal si... soit tu as une famille nombreuse et tu fais un grand dîner de Noël ou des choses comme ça. C'est pas mal, tu vois, ou si tu veux avoir ton vin à l'année pour toujours, tu mets 5000 balles maintenant, et en fait, sur tes 40 prochaines années, tu as du vin tous les ans. T'as intérêt à l'aimer parce que... il faut qu'il soit bon, mais en général, tu peux aller à des dégustations avant ou des choses comme ça. Mais ça, tu peux le faire en ligne sur des GFV. Tu mets GFV, tu as 3-4 gros acteurs, encore une fois, en France. Et là, ils sont tous sérieux. Tu regardes. Ce qu'il faut regarder, c'est où est-ce que tu veux investir, l'histoire des vignerons, le terroir en particulier. Et ensuite, voilà, tu peux te lancer. Ça, c'est pas mal. Ça a un avantage qui est... le désavantage, c'est que le rendement est plutôt faible. Et que c'est quoi faible ? C'est 1 à 3% par an. Donc oui, c'est effectivement, c'est un petit truc, quoi. Mais peut-être il y a une action autre que financière. Enfin, tu vas peut-être pour quelque chose autre que financier, quoi. Exactement. En général, tu fais des rencontres. Tu permets aussi à un vigneron de renforcer son exploitation sans avoir une problématique de cash, puisqu'il va payer un loyer, mais il va pas devoir acheter une terre ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool vis-à-vis du vigneron. Et ensuite, tu as des avantages fiscaux qui vont avec ça. En particulier pour la succession. Donc je crois que tu es exonéré à 75% des droits de succession quand c'est des GFV qui valent moins de 300 000 euros. Donc par exemple, tu peux rentrer dans le cadre de beaucoup de personnes. Ou même, alors il faut que l'héritier s'engage à ne pas revendre pendant 5 ans. Donc tu peux pas dire avant de mourir, je mets tout dans un GFV et je lui laisse ça et mes enfants vont tout défiscaliser, ça c'est mort. C'est pas vrai. Mais par contre, c'est toujours une niche qui est intéressante. Et tu as des exonérations aussi de prélèvements sociaux quand tu fais des plus-values moins de 15 000 euros, je crois, de vente ou quelque chose comme ça. Donc regardez quand même avant d'acheter et vendre, c'est une petite niche. Et ce qui est bien, c'est que la part de GFV s'apprécie aussi, puisque la valeur de la terre s'apprécie. Donc, même si tu as 1-3% de rendement par an, tu peux espérer que dans 40 ans, ça va le plus cher, surtout si tu es sur des terroirs qui sont bien un peu rares, bien placés, etc. Ça, c'est pas mal. C'est du premium en général, des terroirs un peu premium, ou il y a un peu de tout Tu peux trouver un peu de tout, mais le signal, qui est un signal de marché, qui est bien... sur lequel on peut avoir un jugement éthique, moral, etc., peu importe, mais c'est le prix de la bouteille qui est sorti par le vigneron. C'est un bon premier moyen d'estimer ça. Le deuxième moyen, c'est d'aller voir est-ce qu'il y a des articles sur la presse, est-ce qu'il est dans des guides, est-ce que le vigneron en particulier est cité.
Et ensuite, on a coutume de dire que la vérité est dans le verre, donc tu vois, essayer de trouver une bouteille, soit le demander au GFV dans lequel tu souhaites investir. En général, tu peux mettre des tickets qui sont très faibles. Je crois que la moyenne, ça doit être 5 000 €, quelque chose comme ça. Ok, donc on est loin des 300 000. On est un peu loin on est loin des 300 000. Mais bon, ça reste quand même... il faut faire le pas. Faut les avoir. Mais bon, après, c'est de l'immobilier. Ça reste un minimum liquide, parce que c'est une part d'une société civile, donc tu peux toujours trouver un acheteur, un vendeur, etc. C'est quoi, c'est gré à gré, faut que tu trouves ton acheteur. Après, si tu vas voir le GFV et que tu dis je souhaite vendre mes parts, eux ils peuvent en parler à tous les autres actionnaires de la société civile. Potentiellement absorber ce que tu as. Ouais, en général, t'en as un qui rachète le truc et voilà. Okay. Donc ça, c'est pas mal, mais t'es souvent rémunéré en bouteille. Ouais. Et ensuite, c'est bien, mais ça rapporte quelque chose. En fait, il faut que tu regardes combien tu dépenses en vin par an. Et si c'est 5 000 € contrebalance. Il faut budgéter ça. Faut budgéter ça. Moi, je suis incapable de te dire combien je consomme de. J'en ai aucune idée. Bon. Après, t'as parlé un peu de bourse. Il y a un moyen qui est aussi assez smart d'investir dans le vin. C'est en fait d'acheter des actions de quelques sociétés qui sont des très très gros producteurs de vin. Et t'en as sur la bourse, sur la place de Paris, t'en as 3 en particulier qui sont plutôt bien cotés. T'as Advini, qui est un des très grands groupes dans le vin. Je crois que l'action c'est une vingtaine d'euros pour le coup. Et eux, ils font que du vin. Alors ils font pas que de la production de vin, ils font aussi de la négoce et ils ont quelques autres business, des box, des trucs comme ça. Mais ça c'est une très belle boîte. Donc c'est un moyen un peu dérivé d'investir dans le vin. Ouais, ok. Et après, là, pour y accéder, faut que tu. Tu compte titre, assurance vie, PEA, enfin tout ce que tu veux, tous les moyens traditionnels d'investir en bourse. Et ensuite, t'en as 2 autres qui sont. Bonne info, 19,30 €. T'as vu, on bosse ces épisodes. Hein. Ouais, je vois ça. Et ensuite, donc, t'en as 2 autres dont je connais pas les cours pour le coup, donc m'interroge pas. T'as Pernod Ricard, évidemment. Oui, évidemment. Qui a des champagnes Moum et Perrier Jouet, par exemple. Et t'en as un autre qui est encore plus emblématique, sûrement du luxe à la française, qui est évidemment LVMH. Évidemment. Et en fait, LVMH, c'est peut-être un peu sous-estimé sur l'image qu'on peut en avoir, parce qu'on a forcément l'image des grandes maisons. Mais en fait, ils ont les ventes de vin de chez LVMH, c'est 4,7 milliards € l'année dernière. D'accord. Ce qui est quand même... tu prendrais n'importe quelle société et tu la cotes en bourse avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards, c'est assez pour faire une boîte, quoi. Ouais, je pense, et ils ont des propriétés qui sont emblématiques dans le monde du vin, mais vraiment des trucs Champagne Mouette, je crois. Alors ils ont Mouette et Chandon, évidemment, qui est un de leurs premiers, puisque c'est MH, c'est le c'est ça, Mouette Hennessy, donc le M c'est Mouette. Mais ils ont, alors en Champagne, ils ont Dom Pérignon, ils ont Krug, par exemple. Ils ont Veuve Clicquot aussi en Champagne. À Bordeaux, ils ont Cheval Blanc, qui est un premier grand cru classé de Saint-Émilion, un premier grand cru classé A, mais qui est je crois qu'ils sont sortis du classement pour des histoires un peu politiques de Saint-Émilion, machin, mais peu importe, c'est des bouteilles à plus de 500 € chacune, quoi. Ils ont Yquem, qui est un Sauterne, qui est sûrement un des vins les plus grands au monde aussi. Ils ont, ça c'est un peu moins connu, parce que c'est la Bourgogne, et la Bourgogne est en général un peu moins connue, mais c'est là où tu trouve aussi sûrement les vins les plus chers au monde. Ils ont le Clos des Lambrets, qui est une propriété spectaculaire, de toute petite, mais comme toutes les propriétés, il y a peu de grandes propriétés en Bourgogne, mais c'est une toute petite propriété qui est incroyable, et surtout le prix à la bouteille est indécent. Je ne saurais même pas te dire combien c'est ici, mais même sans aller dans le truc. Je pense que c'est en plusieurs milliers d'euros, milliers d'euros la bouteille. 5K, 6K. Donc en fait, c'est aussi des grands propriétaires de vin. Alors c'est très indirect si tu investis dans eux pour investir dans le vin, parce que en fait, c'est un bundle où il y a un peu tout tout. Reste. Il y a tout. Mais ça en fait aussi partie. Donc après, je suis pas sûr que ce soit pour ça qu'il faille investir dans le LVMH, mais c'est aussi pour te dire que via la bourse, dans quelques types d'actions, tu peux trouver un petit sous-jacent vin à l'intérieur. Ok. Il y a peut-être des ETF vin. J'ai regardé avant cet épisode, j'en ai pas trouvé de ce que j'ai vu, mais why not peut-être un jour. Pourquoi pas. Donc là, on a vu un peu les versions des maths, plus jeunes d'investir. Et le truc à la papa, la bouteille chez toi, si tu dois commencer. En fait, alors, il faut que je te parle d'un événement qui est intéressant. Ça s'appelle les primeurs. Les primeurs, c'est une tradition bordelaise qui consiste à vendre le vin alors qu'il n'est pas encore en bouteille. Ouais, j'ai déjà entendu parler de ça. Donc en fait,
au moment des primeurs, tu as Ouais. tous les négociants de la place bordelaise. Les négociants, c'est ceux qui vont vendre le vin à la fin au client final. En Ok. gros, les châteaux vendent aux négociants et les négociants vendent à tous les clients finaux. Ouais. Donc toi, quand tu es un acheteur traditionnel à Bordeaux, enfin toi et moi, Ouais, ok. en théorie, on ne peut pas acheter au château. Sauf si on y va, qu'on visite. Et là, bon, bah là, il y a quelques bouteilles que tu peux acheter. Mais demain, tu appelles le château, tu lui dis bonjour, il me faut 3 caisses de, je sais pas, de couvent des Jacobins à Saint-Émilion. Ouais. Ils vont dire, bah ok, je peux vous orienter vers un négociant qui les a. Ok. Mais il est pas sorti. Enfin, il est. de n'importe quelle année. D'accord. Ils vont te dire, il faut aller voir les négociants, nous on n'a pas. Donc les négociants, c'est eux qui ont la main sur la commercialisation du vin. Ok. Chaque année, les négociants font le tour de tous les châteaux, Ouais. grande fête au passage, et ils vont goûter le vin en barrique Ok. encore. Donc ça fait, je crois qu'ils goûtent les primeurs, c'est à la fin du premier trimestre, donc c'est vers mars-avril, quelque chose comme ça. Et donc le vin est en barrique, en fût depuis... De l'année, enfin le vin de l'année. de ça, depuis septembre-octobre. Ok. Donc tu vois, ça fait 6-7 mois. 6-7 mois. Donc c'est encore tout jeune, c'est un peu Ouais. brutal à goûter. Il faut être un peu. Toi et moi, on pourrait pas trop goûter. Moi, j'ai fait ma première dégustation de primeur l'année dernière. C'est quoi il est pas fini quoi. Il est pas fini, tu vois, c'est encore un peu acide, tu Ouais. sens que ça travaille. Mais par contre, tu vois déjà des différences entre les domaines. Quand Ok. tu t'y connais un peu. Bah, si ton référentiel c'est celui de l'année d'avant, Exactement. au même état, tu. Et Oui, même tu peux- au sein de la même appellation, tu vois, t'en as 10, tu peux très bien dire, bah, ça se voit que celui-ci est bien meilleur que Ouais. celui-là à la déguste. Après, sur comment ça va évoluer dans 10 ans, tu peux quand même te tromper, mais bon, bref, en tout cas, les négociants font le tour de ça, ils dégustent, et les négociants font la mise sur le marché en primeur. La mise sur le marché en primeur, ça veut dire, vous achetez du vin maintenant, Ouais. mais par contre, vous ne serez pas livré tout de suite, vous serez livré dans 2 ans. Ok. Et donc, Le temps qu'ils se finissent quoi. le temps qu'ils finissent, le temps qu'ils soient mis en bouteille, machin. Mais puisque vous achetez maintenant, et ben vous achetez à un prix qui est un peu plus faible. Ouais. Pré-sel quoi. En fait, exactement. C'est quasiment ça. Vous achetez à un prix un peu plus faible, on vous livre dans 2 ans, et voilà. Ça, c'est pas mal. Mhm. Alors, il faut être vif, parce que ça part très vite. Sur les Ouais. plus beaux châteaux, ça part extrêmement vite. Ils sont quasiment tous achetés. À part s'il y a une part, tu sais, il y a une part qui est dédiée à un peu la prévente, on va l'appeler comme ça. Une part qui est dédiée à la prévente et une autre part où effectivement, je sais pas, par exemple les restaurants doivent se Exactement. provisionner. Donc les restos se provisionnent aussi par ce canal-là. Exactement. Ok. En fait, les restos passent par un négociant. D'accord. Le négociant, dans son portefeuille, il a des importateurs dans d'autres pays, il a des restaurants, il a des grands collectionneurs, et il peut avoir, toi et moi, si tu connais un peu la personne, si t'es cool, ou t'as certains négociants qui ont même des sites B2C, Ok. sur lesquels, pendant les primeurs, tu peux dire, bah, j'achète ça, et voilà. Ouais, Enfin, j'aimerais acheter ça ou Ouais. j'achète ça. j'achète. Ok, j'achète. Par exemple, Duclos, Ouais. qui est une des plus grandes maisons de négoce en France. Duclos attaché là. Ouais. Ils sont bien bêtes, sûr, mais bien sûr. Duclos, ok. DUCLOT. Ok. Duclos, ils ont... c'est une maison de négoce, et donc là, je pense que si tu vas en ce moment, t'as rien de disponible. Ok. Mais par contre, si tu es au moment des primeurs, et ben tu vas recevoir une newsletter en disant aujourd'hui on met ça à la vente, Ouais. et le lendemain tu vas recevoir en disant bah, ça c'est épuisé, par contre maintenant on a remis ça et ça à la vente, du millésime. Ok. Et donc là tu peux dire j'achète, tac, tu payes, et par contre tu reçois dans 2 ans. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir, si tu te réfères à la cote des vins, que tu peux trouver sur le site d'Ideal Wine, Ouais. Ok, ça j'ai déjà vu. qui est un excellent site pour les amateurs. Tu peux voir l'appréciation traditionnelle du vin. Tu regardes Mais des autres, des des années d'avant. Donc c'est toujours de la performance passée, Ouais. mais pour le coup, en général, dans le vin, ça présage beaucoup de la performance future. Ouais. En gros, tu peux mixer ça et la météo et tu voilà. sais à peu près. Et tu sais à quoi peu t'en tenir, près, quoi. voilà, tu sais à peu près où t'en es. Et d'ailleurs, t'as même des... j'ai pas le nom du papier ici, je pourrais te le retrouver. Je crois que c'était en 1974. Je crois que c'est Anderson ou Andresen qui ont écrit un truc comme ça. Et en fait, ils ont mixé les notes et la météo. Ouais. Et en fait, ils ont fait un calcul mathématique qui pouvait prévoir statistiquement le prix du vin quelques années plus tard. Ok. Donc, Ouais, très smart. Ouais. donc tu vois, c'est super prédictif. En tout cas, tu peux avoir un range. Ouais. Et donc là, en primeur, toi et moi, on peut acheter. Moi, j'achète un petit peu en primeur. Ouais. Et bah, là, l'objectif, ça va être de garder dans ta cave Ok. ou alors de revendre. Et pendant ces primeurs, avec ton négociant, donc tu vas acheter du vin, 2 ans plus tard, il va te rappeler, il va dire bonjour Loïc, où est-ce que je peux te livrer quoi Ouais. Est-ce que tu as changé d'adresse, etc. Me livre pas, vends-le. Et là, tu peux lui dire Ouais. mets-le sur le marché, j'en veux pas. D'accord. Tu as une chance de te faire une plus-value, c'est pas sûr, Ok. parce que c'est toujours pareil, tu vois, ça dépend de l'offre, de la demande à ce moment-là. Si Ouais. t'as beaucoup de personnes qui veulent pas recevoir leur vin, bah, tu auras beaucoup de vin sur le marché, donc c'est pas sûr que tu fasses une grosse plus-value, mais bah, tu peux en faire.
Voilà. Okay. Il faut aller sur des châteaux qui sont extrêmement prisés parce qu'en fait, en gros, c'est toujours pareil, c'est un peu l'offre et la demande. J'imagine que les très très beaux châteaux, les très beaux domaines, les préventes ça va très vite et les primeurs, t'as intérêt à avoir un nom, quoi. Ouais. Les primeurs, ça va très très vite. Et je pense que sur les châteaux les plus emblématiques, sur les Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, les Cheval Blanc dont on a parlé, c'est une question de 24 heures. En 24 heures, c'est plié. Quoi. D'accord. En 24 à 48 heures max, c'est plié. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'off-market local. Ouais, c'est ça. Sauf que là, toi, tu peux y avoir accès. L'off-market, t'as pas un site qui te dit vas-y, achète de l'off-market. Moi, j'aimerais bien, tu vois. Ouais, ça serait pas mal. Mais là, là, c'est accessible. Et t'as quelques négociants. T'as un syndicat des négociants de Bordeaux. Donc, t'en as, je pense, une trentaine à Bordeaux. Donc, tu peux avoir une liste. Tu peux te rapprocher d'eux. Alors t'as Duclos qui est en B2C, mais t'en as d'autres que tu peux contacter en disant bah voilà, je me passionne pour le vin, je souhaite mettre je sais pas 1000 € par an dans du vin, ou 500, t'auras pas la même chose, mais évidemment, mais voilà. Alors il dit à quel budget, si tu veux, minimum, pour pas passer pour du 500 ou 1000 balles. Est-ce que le gars il va dire est-ce que je vais me donner la peine de Je pense que tu peux y aller si t'es sympa et que tu l'embêtes pas trop. Tu vois, moi, j'avais interviewé un négociant qui s'appelle Emmanuel Coiffe, qui a une boîte qui s'appelle Eugène, qui est un beau négoce, un très beau négoce à Bordeaux. Ils ont des très belles allocations et en fait, ils ont une base d'abonnés. Ils envoient une newsletter au moment où il y a les primeurs qui sortent tous les jours. Tu vois, tu reçois le prix et tu lui dis par mail je veux ça, tac, tu reçois la facture et ça va vite. Et tu vois, moi j'ai acheté en 2019, millésime 2019 par exemple, j'ai acheté du Pontet Canet que normalement je vais pas tarder à recevoir. D'ailleurs, s'il nous écoute, je voudrais bien savoir où il en est, mais je veux bien le recevoir. Mais tu vois, ça m'a coûté 400, 500 €. Pour 6 bouteilles. 6 bouteilles. Peut-être le carton. Ouais. La caisse, comme on dit. La caisse. Dans le jargon de la caisse, pas le carton. Caisse. Voilà. Donc tu vois, c'est quand même à peu près accessible. Et si alors tu sais pas encore, mais dans le commerce, si demain tu devais la retrouver quelque part. En fait, je pense que j'avais fait un calcul, un peu de serviette, coin de table. Je crois que je l'avais acheté un truc, je saurais même plus te dire maintenant, mais genre on va dire à 50 balles la bouteille. Et je crois que sur le marché secondaire, 3 ans après, sur Ideal Wine, tu trouvais des trucs à 60-65 par bouteille. Ouais, pas mal. Donc c'est pas mal à l'échelle d'une bouteille. Alors après... à l'échelle d'une bouteille, si vous en avez une dans la main, une bouteille de 1 litre, un peu, 750 centilitres devant vous, effectivement, c'est pas mal. Et puis surtout... c'est comme tous les investissements. Si tu investis peu, tu as un return qui est en pourcentage pas mal, mais tu vas pas acheter un appart avec 6 fois 20 balles de plus-value. C'est compliqué. Ouais. Mais bon, par contre, si tu as des capacités d'investissement qui sont plus importantes, que tu fais une vraie cave, ça peut le faire. Ça peut le faire, ouais. Et il y a un truc aussi, c'est... Tu sais, je pense que quand tu investis, tu penses souvent à ton futur toi. C'est vrai, tu te dis... mon futur... Là, j'ai acheté mon appart, mon futur moi sera super content dans 20 ans quand mon prêt sera remboursé et que ce sera du cash qui rentre tous les mois. Voilà. Ouais. C'est pour ça que tout le monde le fait. Enfin, que la plupart des gens essayent de le faire en tout cas. Et en fait, se construire une cave à vin, je pense que c'est un truc qui est un peu pareil. Et tu vois, moi je commence, là j'ai eu 25 ans il y a pas longtemps, mais ça fait plusieurs années que je commence à avoir un peu de vin, voilà. Ouais. Et je me dis, putain, dans 20 ans, t'imagines, j'aurai des bouteilles que j'ai achetées il y a 20 ans qui sont bonnes à boire, que j'ai achetées pas très cher, enfin relativement pas très cher à l'époque par rapport à la valeur qu'elles peuvent avoir aujourd'hui ou à ce que j'aurais dû payer pour les avoir maintenant. Ouais. Et en fait, je suis trop content de mon moi du passé qui a pensé à faire ça, bien sûr. Et c'est ça en fait. Même si t'as des enfants, c'est des trucs qui ont des valeurs un peu sentimentales, c'est un peu des madeleines de Proust pour pas mal de personnes, de dire mon père m'a filé telle bouteille de vin, machin, etc. Tu vois, donc, c'est sympa. Et à part le fait que tu les aies gardés, qu'il faut aussi résister à la tentation. Quoi. Ça, c'est très dur. Surtout passer une certaine heure, tu sais, après quelques bouteilles. Tu dis, allez, je sors la bonne. C'est parti. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu le danger. C'est pour ça que les trucs dématérialisés, c'est pas mal au final parce que t'es sûr de pas y toucher. Quoi. Ouais, c'est clair. Mais au final, quand on fait ça, donc t'as un peu le dynamisme du marché secondaire. Déjà, quand t'as beaucoup de personnes qui gardent de très bons vins chez eux, naturellement, en fait, l'inflation, il la crée eux-mêmes, quoi. Ouais, il y a ça. Et puis surtout, le marché du vin, il est en explosion depuis des années et des années parce que tu as de plus en plus de consommateurs, en fait. C'est vrai ? Oui, parce que, en fait,
C'est quoi, hors Covid Même, de toute façon, hors Covid, on ne consomme pas des bonnes bouteilles en général. Mais... Ouais, c'est ça. En fait, il faut différencier le marché du vin quand même ultra premium, où tu vois des vins, vraiment de très, très belles bouteilles, au vin un peu plus classique que tu vends, qui peut être très bon, que tu vends au resto, en grande distrib, dans des cavistes, etc. Mais si tu prends on va dire les 100, 150 domaines dans lesquels tu peux investir quasiment les yeux fermés, en fait, tu as de plus en plus de demandeurs ou de consommateurs. Parce que, déjà, si on prend une donnée toute bête qui serait corrélée, c'est tu as de plus en plus de millionnaires et de milliardaires, donc ces gens-là, techniquement, ils souhaitent boire des vins comme ça. Mais même par ailleurs, tu as une population qui est de plus en plus éduquée à ça. En tout cas, à l'étranger. Alors, les États-Unis, depuis les années 80-90, ça a été le moment où ça se développe. Puis tu as eu la Chine. Et là, en ce moment, tu as l'Indonésie, le Vietnam, tu vois, tu as tout le reste de l'Asie du Sud-Est qui commence à se réveiller. Après, tu vas potentiellement avoir l'Inde. L'Afrique, aujourd'hui, c'est minuscule en termes de consommation de vin, puisque tu n'as que dans les grands hôtels, un peu à l'occidental, où tu es obligé d'avoir un peu de vin quand tu as des clients d'affaires qui passent, mais la population locale est encore relativement peu connaisseuse, mais c'est normal, tu vois, c'est pas une boisson locale. Donc en fait, tu as encore des perspectives de croissance qui sont incroyables, et surtout, c'est un peu comme dans tout ce que tu investis, tu as une quantité qui est limitée chaque année. Tu as une quantité limitée d'endroits où tu peux le produire. Et tu as plus d'endroits où tu peux le vendre. Et tu as plus d'endroits où tu peux le vendre. Donc à un moment donné, si on n'a plus, il n'y en a plus. Quoi. Et ça crée de la rareté. Et si tu as de plus en plus de monde qui le demande, ça coûte de plus en plus cher. Ok. Et effectivement, il y a le marché chinois qui ont... d'ailleurs, ça va faire la transition qui est un peu toute faite, mais les Chinois qui sont intéressés aussi au terroir français, et notamment à acheter... quand ils n'ont pas pu acheter les bouteilles, ils ont acheté le château. C'est quand même vachement plus simple. C'est plus rapide, ouais. Ouais, c'est plus rapide. Et du coup, si on doit faire une espèce de carte française des propriétaires de vignobles, j'ai l'impression que de plus en plus, effectivement, ça appartient à des étrangers. C'est peut-être une idée reçue, mais en tout cas c'est ce qu'on nous montre régulièrement. Je pense que c'est une idée reçue qui vient un peu des médias, on va dire en général grand public. Je pense que ça a été vrai, et tu as eu beaucoup d'étrangers qui ont voulu investir dans le vin et dans les vignobles français en particulier, parce que c'est des pépites, tu vois, on est le pays de la viticulture, c'est vraiment des joyaux. D'abord, de ce que moi j'ai vu, je suis allé par exemple au Château Lagrange, qui est possédé par qui est à Saint-Julien, qui est un domaine absolument magnifique, qui est possédé par une famille japonaise, pour le coup. Comme je suis allé chez un champagne qui s'appelle Leclerc-Briand, qui est possédé par deux entrepreneurs américains. De ce que j'ai vu, en fait, c'est loin de l'image qu'on peut se faire de une personne étrangère achète un domaine en France, etc. En fait, la plupart du temps, les gens qui font ça, c'est vraiment parce qu'ils sont passionnés par l'art de vivre à la française et par, tu vois, notre terroir, etc. Et vraiment, ce que j'ai vu, c'est des gens qui investissent pour la beauté du lieu, pour ce qu'on y fait, et pour le goût, le produit. Enfin, à chaque fois, ça a été vraiment bien fait. De ce que j'ai vu, je suis loin d'avoir tout vu, donc il y a sûrement eu des exceptions à ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, dans ce que moi j'ai vu, c'est toujours des gens qui étaient absolument incroyables avec cet endroit et qui vraiment l'aimaient. Mais qui dénaturent pas, qui le mettent vraiment en valeur. Vin, qui investissent aussi. Qui investissent dans de l'argent frais aussi. Ouais, parce que t'as un peu un dicton dans le vin qui est si vous voulez avoir un petit peu d'argent en faisant du vin, il faut d'abord en avoir gagné énormément. Et en gros, c'est de dire, en fait, si tu veux acheter un château, il faut que tu aies beaucoup de sous et à la fin tu en auras très peu parce que tu auras tout mis dedans et en vrai ça coûte très cher d'acheter des cuves, de rénover. En général tu as des vieilles bâtisses en plus qui sont magnifiques mais qui sont pas toutes jeunes, qui bouffent beaucoup d'argent. Donc tu as des taxes qui sont assez chères comme tout sur l'immobilier, etc. Donc en général les personnes étrangères qui font ça, c'est plutôt pour l'amour du lieu, et tu as beaucoup de propriétés d'exception qui sont évidemment françaises, qui sont possédées en tout cas par des familles françaises ou de père en fils dans des familles un peu plus petites, qui d'ailleurs pour beaucoup ont un peu de mal avec les droits de succession, parce que en fait le vin c'est un milieu dans lequel quand tu as un château tu as un peu de cash flow, tu gagnes un peu de cash en vendant du vin, sauf que tu as une valeur de la propriété qui a tellement explosé. Aujourd'hui, 1 hectare à Saint-Émilion, les Saint-Émilionnais me corrigeront peut-être, mais tu peux en avoir entre 1 et 2 millions d'euros l'hectare. Ok, c'est énorme. C'est
excessivement cher. Enfin, c'est très cher en tout cas. Donc, tu as une propriété de, je sais pas, 6 hectares, ça veut dire de 12 millions d'euros si c'est bien placé. Tu payes des droits de succession là-dessus, alors que tu as un business qui génère pas énormément de cash, tu vois, qui est en fait une petite PME de 10-15 personnes, c'est bien, tu peux bien vivre, mais au moment de la succession, ça pique un peu quand même. Ça peut poser problème. Donc, et donc c'est comme ça que tu as des investisseurs, étrangers ou pas, qui n'étaient pas forcément dans le vin et qui acquièrent un domaine. Et ça, c'est une tragédie pour certaines familles, parce que t'imagines, ça fait je sais pas, 5 générations que de père en fils, de mère en fille, tu te refiles le truc. Et t'es celui qui a cassé la dynamique. Ouais, quoi. Bah après, voilà, c'est un drame, mais ça arrive aussi. T'as pas de quoi assurer la succession, tant pis. Oui, faut le faire. Voilà. Et ça fait tourner un peu. Ça fait tourner la roue aussi. Exactement. Et ok, donc pas forcément une mauvaise chose, on va dire, de partager un peu notre terroir avec des personnes étrangères, parce qu'ils peuvent véhiculer des bonnes choses. Et effectivement, déjà, apporter de l'argent frais, tu as dit, ça consomme beaucoup de cash. Il y a aussi je pensais aussi à des personnes qui rentabilisent un peu le château. D'une façon différente, c'est-à-dire il y a le vin, il y a les personnes qui bossent dans le vignoble qui font que donc ça nécessite quand même pas mal de main d'œuvre, mais à côté en général tu as quand même des grands espaces dans ces châteaux et c'est énorme, c'est gigantesque, on a visité quand même quelques-uns, c'est énormissime, et il faut bien rentabiliser ces surfaces là qui sont pas du tout la plupart du temps qui sont pas exploitées, quoi. Oui, en fait t'as un peu une grande mode en ce moment qui a commencé beaucoup en Champagne. En général, si tu veux voir le futur de la commercialisation du vin, c'est pas mal de commencer par la Champagne, et ensuite en général ça se diffuse vers le reste. C'est un peu c'est ce qu'on regarde en premier, quoi. Ouais, voilà. Et ensuite en général c'est Bordeaux qui l'adopte, et ensuite ça part sur le reste. Et donc tu as un gros développement en tout cas de l'œnotourisme, donc qui consiste à accueillir des gens au château. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Il y a la dégustation, donc je sais pas, tu fais un tour à vélo des plus grands domaines de Bordeaux, tac. Ça commence bien, ça finit très mal. Il vaut mieux le faire à vélo, mais donc voilà, tu t'arrêtes au château, je sais pas, à Cantenac-Brown, avec une magnifique bâtisse, un château, c'est à Margaux, c'est un château au style Tudor qui est, tu vois, donc en briques, un peu écossais, tout ça, c'est splendide, t'as une mer de vignes devant toi, etc. Tu t'arrêtes, tu dégustes un peu, puis t'achètes une ou deux bouteilles, tu repars, tu vas à un château à côté, ou tu pars justement à Saint-Julien, chez Lagrange ou autre, peu importe, tu vois, mais donc tu peux faire ton parcours, et là t'es accueilli, les gens te vendent une dégustation, te vendent du vin, et ça, effectivement, ça peut être une petite activité, en tout cas un complément, quoi. Et puis c'est facile parce que le château est là. Toi, tu peux t'es prendre... dedans, en gros, en proprio, ou t'as bien quelqu'un qui... Ou ta team, tu vois, t'as forcément quelques personnes qui bossent là, voir si ça marche très bien, tu mets une personne qui gère l'œnotourisme, justement, et qui fait des tours, voilà. T'en as qui vont beaucoup plus loin, et qui développent une sorte de complexe hôtelier, ou quelques chambres que tu peux, dans lesquelles tu peux dormir. Je pense... j'ai eu la chance d'y dormir d'ailleurs, c'était spectaculaire. C'était le château de Ferrand, qui est un Saint-Émilion, qui est magnifique. C'est des chambres. Alors je sais pas s'ils gagnent de l'argent avec les chambres, parce que c'est tellement magnifique que voilà. C'est le prix de la nuit, je pourrais avoir un ordre d'idée. Château de Ferrand, je crois que c'est entre 200 et 250 euros la nuit. Ce qui est pas énorme. Je dirais. Ce qui est encore ok, tu vois, pour une belle chambre. C'est pas énormime pour un cadre qui est quand même beau, quoi. Ouais, puis surtout à Saint-Émilion, ça peut aller vite. Donc c'est pas mal. Et ouais, le château est magnifique. Enfin, c'est spectaculaire. Donc ça peut en être une. Et tu as un exemple, je pense que c'est un des grands exemples de l'œnotourisme bordelais, c'est le château Smith au Lafitte, qui est tenu par Florence Catiard et son mari, qui ont en fait été les personnes qui ont créé GoSport à l'époque. D'accord. Et donc après, ils ont revendu, ils avaient créé une autre affaire, après ils ont créé GoSport, ils ont tout revendu, et donc ils ont acheté Smith au Lafitte, et ils ont fait un truc énorme. Enfin, ils ont tout rénové, ils ont tout refait, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et il se trouve qu'ils ont un petit complexe hôtelier qui va avec, dans lequel tu peux dormir. Ils ont des balades en forêt que tu peux faire dans des forêts avec des essences d'arbres qui sont incroyables. Tu as des dégustations. Leur fille a créé Caudalie,
D'accord, ok. Ouais, donc tu as un spa Caudalie qui va avec, Chouette. tu peux acheter les produits, enfin bon, tu vois, c'est ultra marketé, bien comme il faut, bien optimisé, etc. Là, c'est très bien fait, mais bon, si tu veux faire ça, il faut avoir d'ores et déjà fait fortune par ailleurs. Ouais. Je pense que tu peux très difficilement faire fortune en disant je vais créer un domaine dans le vin, sauf à avoir une capacité à lever de la dette bancaire énorme. Mais bon, pour ça, il faut déjà avoir du capital. Oui, avec le risque. Assets, là, c'est bien parce qu'ils ont peut-être vendu leur part, donc naturellement, Exactement. ils sont partis avec un cash-out assez important. Et on leur a dit. Vous allez vous faire imposer. Ils ont dit non, on va réinvestir, c'est bon, vous inquiétez pas. Ouais, mais maintenant ils y vivent, donc tu vois, je pense que c'est aussi un projet de vie ou un peu un rêve d'enfant pour beaucoup. Bien sûr. Pour beaucoup, je sais pas, si moi un jour j'ai l'opportunité d'acheter un château, je serais super content de le faire. Tu m'étonnes. Je pense que ce sera pas pour tout de suite parce que c'est des projets qui sont en dizaines ou en centaines de millions. Ouais. Mais en tout cas, c'est assez magnifique de le faire, mais il faut avoir un capital à côté. Mais tu peux acheter des bouts de château et devenir copropriétaire d'un château également. Et ça, j'ai un très bon ami maintenant que j'ai interviewé aussi dans mon podcast qui s'appelle Laurent David, qui a créé une boîte qui s'appelle Wine Angels. Ok. Qui est assez cool. Alors je sais pas s'ils ont un truc en ce moment, si tu regardes, je suis curieux, mais Wine Angels, c'est assez cool en fait. Ça te permet de devenir copropriétaire d'un château. Okay. Et donc ça fonctionne un peu comme du private equity traditionnel, de l'investissement plus traditionnel. Et alors je crois qu'il avait un ticket minimum quand même sur la levée qu'il a faite. Je crois que c'était 5 ou 10 000, je sais plus, mais enfin. Il y a un ticket d'entrée. Il y a un ticket d'entrée là-dedans, mais donc tu achètes des parts d'une SAS, et cette SAS, il se trouve que c'est le château qui possède également les vignes, etc. etc. Et donc là, tu deviens copropriétaire d'un château. Donc tu as tous les avantages d'un propriétaire de château. Tu peux aller y dormir, il me semble, quand tu veux. Il a fait tout un concept super sympa. Où déjà, tu as des allocations sur les bouteilles de vin. Tu as des allocations sur les 120 bouteilles de vin qui vous seront réservées pendant 3 mois. C'est pas mal, hein. Ouais, faut les boire. Ça fait 40 par mois. Ouais, ok, donc comment ça fonctionne? Tu postules, t'investis, donc tu contribues à... En gros, ça permet... Non, mais c'est vachement bien son truc. Au final, parce que effectivement, donc t'es copropriétaire. Exactement. C'est quoi le système? Tu deviens actionnaire de la SAS. Tu deviens actionnaire de la SAS? Ouais. Ok, c'est pas du... je pense notamment au crowdfunding, un peu comme le crowdfunding immobilier où... Ouais, tu crées un SPV qui rentre dans la... C'est ça. Donc un special purpose véhicule, donc un véhicule d'investissement dans lequel on investit, et ce dernier devient actionnaire de... Alors, je connais pas le... C'est un véhicule type SAS. Ouais, exactement. Et après, tu reçois quelque chose. Effectivement, c'est un contrat qui est mis en place en disant... Exactement. Exactement, donc tu deviens actionnaire du château et tu peux... en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vis une aventure humaine qui est au-delà de juste le vin ou de juste ton investissement. Ouais, c'est plus profond que ça quand même. Là, tu vois, pour les vendanges, il a fait un truc qui était super sympa. Tu peux y aller. Tu vas, tu files un coup de main, mais surtout, tu rencontres tes autres actionnaires qui, super intéressant. Qui du coup sont aussi intéressés que toi dans le vin, qui ont sûrement des professions qui sont cool pour investir là-dedans. Donc, tu vois, c'est un bon moyen de se faire du réseau. Ouais. Tu partages des moments de dégustation, des repas sûrement qui sont assez cool. Ouais. Tu peux dormir au château, ça c'est quand même c'est stylé. bien, ouais. Tu peux, puis c'est ton vin, quoi. Tu vois, c'est quand même cool de dire. C'est un peu ton vin, ouais, effectivement. Ouais. C'est un peu un milieu, enfin c'est un peu un groupement foncier viticole dont on parlait un peu plus tôt, mais un peu dopé aux stéroïdes, où c'est toi aussi qui est... T'es un peu actionnaire, t'es actionnaire et t'es un peu acteur du truc. Ouais, t'es un peu business angel du vin, mais avec un peu plus friendly, quoi. Exactement. Et ouais, non, ça c'est bien, il y a un caillou aussi, je suis en train de le faire en même temps. Tu le fais en direct? Ouais, je le fais en direct. Est-ce que j'ai déjà offert du vin pour un anniversaire? Oui, certainement. Ouais. Mais c'est bien, une question hyper pertinente. Alors on va me dire, putain, il est très mauvais celui-là. Ouais, il pose quelques questions sur son formulaire pour ranker un peu la personne, tu vois, pour voir si c'est intéressant. Mais je pense que si vous venez de notre part, vous dites que vous venez de la part d'Antoine et Loïc, ça passe mieux. Ça passera beaucoup mieux. Mais voilà, donc ça c'est assez cool. Ok, top. Et
bah après, il faut voir où l'aventure le mènera, parce que c'est un concept qui est quand même assez sympa. C'est récent, ça ? C'est assez récent. Il a fait sa première levée l'année dernière. Alors là, je sais pas s'il a des projets en cours en ce moment, ça fait longtemps que je suis pas allé voir. D'accord. Mais il a fait sa première levée l'année dernière avec le château Edmus, qui est un Saint-Émilion, justement. Ok. Qu'il a, en fait, il l'a acheté, lui. C'est un ancien cadre d'Apple. Ah ouais, d'accord. Laurent. Il était chef du Business Development Europe d'Apple. Ok. Donc il s'est barré, il a acheté une grande partie des parts de ce château et pour compléter, il a créé Wine Angels, justement, qui lui a permis de s'entourer d'une trentaine d'actionnaires, quelque chose comme ça. Ok. Ah, ça attire du monde en fait. Ouais, bah c'est assez sympa, c'est assez plaisir comme. Ouais, c'est assez plaisir, effectivement, je comprends que ça draine quand même un peu de monde. C'est clair. Et c'est plus sympa de se retrouver sur un sujet plaisir que sur un sujet purement, tu vois, financier, c'est quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu la dernière alternative que tu peux avoir. Le dernier truc un peu à la mode qui. Exactement. Et je lui fais 1000 fois confiance. Tu vois, je te dis, il a déjà une carrière assez incroyable, mais surtout il est ultra gentil, ultra passionné par ce qu'il fait. Et il est. D'ailleurs, si tu dois me poser la question, qui est-ce que je dois interviewer dans le futur, je pense que je te le recommanderais parce qu'il est aussi président de la Wine Tech, qui est le mouvement de toutes les startups françaises dans le vin. Ouais, ok, top. Donc, tu vois, j'ai pas les noms en tête, mais tu vois, des box ou des choses comme ça qui se lancent, les Grappes, par exemple, qui est une belle boîte française dans le monde du vin qui a closé un tour de quelques 12 ou 13 millions d'euros, je crois, il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est un monde. C'est vachement. Ouais, c'est dynamique le truc. Tu pourrais être business angel aussi dans la wine tech ou autre. Donc voilà, il y a plein de manières directes ou indirectes d'investir dans le vin. Ouais, ok, bah, génial. Et après, bon, on va dire le doux rêve, quelques années à venir, si tu peux t'acheter un château, tu l'achèterais où ? Écoute, c'est un petit. Hein, ouais, c'est une très bonne question. En fait. Et surtout pourquoi ? Ouais. Bordeaux, j'ai un peu peur. Alors, on va dire budget illimité. Enfin, tu vois, oui, déjà, bon, on s'emmerde pas avec le budget, les gars, aujourd'hui. Pour cibler une région, on va dire. Okay. Et après, je ferai une version budget contraint. Okay. On va dire région de mes rêves, région un peu plus réaliste. Bordeaux, j'aurais un peu peur à cause du changement climatique. En fait, il faudrait vraiment bien cibler les terroirs. Et t'en as dans lesquels ils sont obligés de drainer, donc dans lesquels t'as encore trop d'eau, et ils sont obligés d'en enlever. Donc à la limite, là c'est des terroirs, c'est peut-être pas con, parce que ça veut dire que s'il fait un peu plus chaud, tu continues d'avoir de l'eau, donc plutôt bien, ouais. All in all, sur les 100 ans à venir, normalement c'est good. Si j'avais vraiment un budget limité, je pense que mon cœur actuellement partirait pour la Bourgogne. Je suis désolé pour tous les Bordelais qui m'écoutent, je vous adore, je vous jure, j'y vais souvent. On a 2 heures de Paris, c'est pas très loin. Vraiment, j'adore le Bordeaux, il n'y a pas de souci. Mais la Bourgogne, c'est incroyable. C'est un temple du vin, c'est spectaculaire. Pourquoi ? Parce que c'est. Enfin, à ton sens, c'est. En fait, c'est. Si tu veux, la philosophie de la Bourgogne, elle date des moines bourguignons qui, au Moyen-Âge, ont délimité ce qui s'appelle des climats. Et en fait, un climat, c'est en gros une parcelle. En gros, tu veux dire que la parcelle est limitée en fonction d'un du microclimat ? Alors, justement, en fait, les moines ont délimité des parcelles en fonction de dégustation qu'ils faisaient. Et en fait, chaque parcelle a une expression très particulière qui dépend de la composition des sols, de son exposition, de la main de l'homme sur cette parcelle depuis 1000 ans, du climat, du microclimat. C'est-à-dire si c'est à flanc de colline ou. Exactement. Tu me diras, c'est pas très pentu, mais oui, mais il y a des micros. T'as quand même des beaux. Dénivelés. Des beaux dénivelés qui sont assez magnifiques. Mais donc, tu as à peu près 1000 climats en Bourgogne, un peu plus, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et sur lesquels tu as une classification. Mais c'est absolument spectaculaire. Et en fait, chaque climat est l'expression du terroir. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que tu peux goûter des vins qui viennent de climats voisins. Ouais. Donc le même cépage, tout pareil. De toute façon, t'as pas énormément de cépages. En Bourgogne, t'as le pinot noir, le chardonnay, la ligotet, c'est tout. C'est 3 cépages. Donc en rouge, ce serait que le pinot noir. Et tu peux avoir 2 parcelles qui sont collées, 2 climats qui sont collés, et l'expression est incroyablement différente. En tout cas, quand c'est bien fait, quand c'est vraiment des vins de terroir qui respectent la terre, tu sens que c'est incroyable. Et vraiment, c'est des pépites. C'est des vins qui ont une profondeur, c'est une émotion qui est indescriptible.
Et c'est vraiment le temple du vin. Enfin, tu vois, c'est incroyable. C'est une culture qui est spectaculaire. Cela étant dit, les vignes sont rarement à vendre en Bourgogne. Et quand elles sont à vendre, je n'ai pas du tout la capacité de... D'accord, ok. C'est ça, en fait. C'est la rareté, toujours pareil. Ouais, en fait, c'est beaucoup d'off-market. C'est un truc dont tu parles beaucoup dans l'immobilier. Sauf que là, tu vois, c'est des familles qui se connaissent depuis des générations et des générations. Ouais, et après, même, il y a un peu des conflits. Je ne vendrai pas à telle famille parce que... Ou je vais pas vendre à ce jeune start-upper de Paris parce qu'il va me flinguer mon truc. Tu vois, je préfère vendre au type qui est à côté, que mon père a connu, ou voilà, avec qui je jouais, ou que moi je connais depuis aussi toujours. On était à la même école. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Donc un peu difficile. Donc, si j'avais un budget un peu plus restreint et si je devais me focus sur certains trucs, il y a 2 zones dans lesquelles j'irais. La première serait le sud de la France, justement. Okay. En particulier du côté soit du Larzac, terrasse du Larzac, tout ça. Il y a une journaliste qui s'appelle Laure Gasparotto, qui est une grande journaliste vin en France, qui est au Monde notamment, qui avait acheté un vignoble en terrasse du Larzac, et elle a sorti un bouquin dessus qui s'appelle Vigneronne, dans lequel elle explique son expérience, parce qu'elle a toujours parlé de vin, mais elle ne l'a jamais fait. Okay. Et elle s'est rendue compte que c'était dur. Ouais, et puis surtout le split entre Paris et les terrasses du Larzac et tout ça, c'était impossible, mais il faut. Je pense que si tu veux vraiment le faire, soit tu vas à plein temps, soit tu as suffisamment de moyens pour avoir un manager qui gère le truc. Mais donc, je pense que c'est des terroirs qui sont pas encore très chers, dans lesquels tu peux faire des petites pépites qui sont sympas, qui sont même très belles. Et là, ce sera plus pour le lieu de vie plutôt que le vin en lui-même. Est-ce qu'il y a des Tu peux faire des très très beaux vins. Tu peux vraiment faire des trucs qui sont incroyables. Et le deuxième endroit dans le sud dans lequel j'irais serait Cahors. Tu vois, en fait, c'est assez marrant parce que Cahors, ça porte un peu l'étiquette de vin rouge qui tâche, truc un peu dur, un peu brutal, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, moi j'ai pris une claque il y a quelques années quand j'ai fait une dégustation de Cahors avec. En fait, c'est ultra dynamique. T'as plein de nouveaux vignerons qui s'y installent. L'hectare est pas encore super cher. Alors c'est toujours pareil, l'hectare qui est bien placé, bien exposé, etc. est toujours un peu plus cher que le reste, mais comme tous les apparts ou autres. Et c'est des vins qui sont incroyables, qui sont sur le fruit, qui sont tout doux, et en fait qui étaient loin de l'image que j'avais des Cahors. Donc je pense que ça fait partie des endroits dans lesquels tu peux faire des pépites qui sortent un peu de l'image traditionnelle que les gens ont. Et si tu arrives à bien les marketer, à les faire goûter aux bons critiques, à bien les mettre sur le marché, etc., tu peux bien t'en sortir. Okay. Avec des hectares qui sont pas encore trop chers. Et sinon, le deuxième endroit dans lequel j'irai, c'est la Loire. Alors la Loire, c'est gigantesque, hein. C'est très vaste, mais c'est pareil, c'est des... Alors là, bon, c'est un peu plus difficile de faire du rouge, tu peux en faire, c'est quand même plus de blanc en Loire de manière générale, mais tu peux faire des belles choses en rouge, et c'est un peu moins cher aussi en termes d'hectares, en termes de montant par hectare, le prix à l'hectare est un peu moins cher. Et c'est pareil, t'as moyen de faire des choses qui sont très très belles. Là, on parle de budget de combien un peu, même si c'est très difficile, c'est une question... Je pense que... Alors, c'est une question auquel je vais te répondre avec un budget brut. Maintenant, c'est pas quelque chose que tu vas mettre sur la table directement. Tu vas avoir un financement bancaire. Oui, parce que là, tu prépares un truc. Voilà. Non, mais c'est pas non plus indécent quand on parle d'une PME, etc. Mais je pense que tu es entre... c'est un projet à 1 à 2 millions. Ok, d'accord, ok. Donc, quelque chose qui est quand même... t'achètes de la surface quand même. Donc, c'est pas énormissime, quoi. C'est pas énormissime. 1 à 2 millions pour peu que ce soit toi qui le fasses, enfin pour toi qui fais le vin, etc. Après, je pense que tu as un business plan qui est complètement différent si tu vas avoir un manager, etc. Mais oui, c'est possible des 1 à 2 millions, donc c'est pas non plus indécent. C'est pas indécent. Voilà. Si tu as des assets à côté, en bon financement bancaire, etc., ça peut le faire. Complètement. Mais tu as plus de chances de pas t'enrichir en cash, mais d'avoir un domaine, ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt pas mal. Et du coup, pour compléter là-dessus, j'avais interviewé Tristan Lelouch, qui est maintenant le propriétaire du château Cantenac-Braun à Margaux, justement, dont je parlais un peu plus tôt, qui est un énorme propriétaire à Margaux. Sa famille, il a racheté ça avec sa famille, c'était un de ses rêves d'enfant, etc. Il a eu la chance de pouvoir le faire, donc c'est assez incroyable. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que je dois regarder si moi j'achète un château, tu vois, parce que tu t'anticipes le truc. Je la suis dans les idées quand même. Et il m'a donné 3 grands conseils, donc du coup je les diffuse désormais plus largement. Le premier, c'est le terroir. On en parlait un peu quand je te parlais des climats de Bourgogne, mais c'est t'as des labos qui font ça, mais c'est creuser la terre, tu fais une carotte dans la terre et tu regardes ce qu'il y a dedans, tu regardes la météo depuis des années, et tu vois si c'est viable ou pas. Et t'anticipes aussi le réchauffement climatique. Enfin, c'est pas con de faire quelques scénarios. C'est pas bête. Et ça veut dire que tu parlais tout à l'heure de Cahors.
Après, je sais pas, grand météorologue, mais peut-être plus sec déjà de base. Donc, je crois que c'est des endroits dans lesquels il pleut beaucoup en fait. C'est cet endroit du sud-ouest, il peut faire très chaud, mais je crois qu'il pleut énormément. D'accord, donc t'es potentiellement couvert. Donc tu peux t'en sortir. Mais pareil, tu vois, il faut regarder si t'as des belles nappes phréatiques, si t'as beaucoup d'humidité dans le sol alors qu'il a fait encore chaud. Normalement, tu peux tenir. D'accord. Donc en 1, le terroir. Et de toute façon, si tu es prêt à mettre 2 millions pour investir là-dedans, c'est un peu comme quand tu fais un diagnostic énergétique dans ton appart. Peut-être c'est pas con de payer, j'ai aucune idée de combien ça coûte, mais 5 000, 10 000 euros un labo pour qu'ils viennent creuser un peu le sol et te dire ce qu'il y a dedans et si c'est viable. Au moins, c'est quand même une assurance pour toi, ou en tout cas un élément de dossier qui est pas con. Le deuxième élément, c'est l'équipe qui est sur place, évidemment. Déjà présente avec son expérience, son expertise. Mais ça, c'est pareil quand tu investis dans n'importe quelle boîte. C'est un vrai BP en fait. Exactement. En fait, quand tu investis dans une boîte, quand tu fais du private equity en France, tu vas regarder le produit, l'équipe, le marché. Les gens. Et là, tu vas regarder le terroir, l'équipe, les gens qui le composent, etc. Le marché. Et le marché, c'est comment ça se vend, est-ce qu'il y a du stock ou pas, où est-ce que c'est vendu, est-ce que la distribution est suffisamment diversifiée, etc. Quelle est la reconnaissance de la marque, et est-ce que les critiques connaissent et notent bien ton vin ou est-ce qu'il y a quelque chose de bien à faire justement, quoi. Ou est-ce que tu vois, ou est-ce que tu analyses qu'il y a une petite trend qui est quand même croissante, mais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans le château, tu vois, que c'est une belle endormie, que le truc est mais qu'il y a moyen de frapper un bon coup dessus, et à ce moment-là, je vais dire qu'il faut y aller, mais ça me paraît pas mal quand même. Ça se regarde, quoi. Ça se regarde. Et au final, c'est pas inaccessible à ce point-là, quoi. En fait, c'est ce qu'on voulait noter, c'est pas inaccessible à ce point-là. C'est cher, mais c'est pas non plus inaccessible. Et puis ça peut être l'expérience d'une vie, ou en tout cas. Et puis c'est un truc que tu vas léguer à tes enfants. Enfin, tu vois, c'est quand même avoir un domaine, c'est quand même stylé. Au niveau de l'ego, c'est pas mal, quoi. Et puis même au niveau, moi je trouve qu'au niveau de la transmission, de l'histoire de famille, tu sais, ça reste un endroit où tu peux partir en week-end, où tu peux. C'est vrai. C'est quand même cool. Et tu vois, au lieu de mettre 1 million dans une baraque au bord de mer, peut-être que tu peux mettre 2 dans un vignoble qui va en plus devenir un asset. Et non, c'est assez incroyable. Il n'y a pas d'avantages fiscaux d'ailleurs, parce que c'est un peu. Enfin, l'idée, c'est quand même de préserver un peu le patrimoine français quand tu achètes un domaine comme ça. Non, pas à ma connaissance. Pas plus que n'importe quel bien immobilier, de ce que je sais en tout cas, ou de n'importe quelle entreprise. Si ce n'est ce que je t'ai dit sur les GFV, sur l'avantage pour la transmission, avec 300 000 euros, etc., ça existe. Mais sur les domaines viticoles en tant que tel, peut-être je suis persuadé que tu as plein de domaines qui sont un peu en perdition, parce que déjà il y a un peu la transition numérique. Aujourd'hui, je pense que c'est important d'avoir une présence en ligne sur les réseaux de plus en plus. Je vois à ma petite échelle, je connais pas grand chose là-dedans, mais on regardait un domaine, notamment dans aussi les petits trucs pour optimiser un peu les recettes d'un domaine. Il y avait aussi la location de salles pour des mariages, des choses comme ça, la restauration et ce genre de choses. Donc ça, c'était pendant le Covid, où on devait techniquement se marier. Donc du coup on avait regardé un super domaine, et effectivement cette partie-là était assez importante, et j'ai l'impression aussi qu'ils avaient potentiellement, on leur donnait un peu de sous pour justement maintenir le domaine, parce que c'est pas évident, surtout dans des régions où le vin est pas extra, quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que tu peux obtenir des subventions parce que c'est un domaine agricole. L'agriculture est de manière générale plutôt assez subventionnée. En tout cas, il y a des subventions qui existent. Si elles sont suffisantes ou pas, c'est pas mon métier, c'est pas mon business, mais en tout cas, ça existe. Donc je pense que tu peux facilement candidater à des choses. Et ce qui est sûr aussi, c'est que si tu arrives avec une vision d'entrepreneur et que tu veux faire des choses, accélérer une croissance, etc., et que tu as déjà un bagage en entrepreneuriat avant, ou en tout cas une vision, une bonne formation, je pense que ça peut le faire. Il y a un exemple là-dessus qui est un peu un cas d'école, qui est Yvan Massona, qui a créé un domaine de toutes pièces qui s'appelle Bellargus. Et en fait, il avait un peu l'élément de terroir, donc c'est dans la Loire. Et lui, il était à la tête d'un fonds de private equity à Paris. Acheter un château, ça a été un peu un rêve d'enfance pour lui. Et il a eu l'opportunité d'y aller pas grâce au fonds, mais grâce aux rémunérations que lui a pu tirer à titre perso. Donc il a pu se lancer.
Il a racheté des terres en Loire, du coup, il a créé le domaine Bellargus, donc il avait tout ce qu'il fallait. Il avait le terroir qui était incroyable, il avait une équipe de fous. Constituée de toutes pièces. Qui était déjà présente. Qui était déjà là. Qui était déjà là dans les domaines qu'il a rachetés. Ok. Donc lui, il a fusionné quelques parcelles, etc. Mais voilà, donc qui était déjà présente, avec un vigneron qui s'appelle Joe Piton, qui est un monstre en Loire, qui fait partie sûrement des personnes les plus respectées parmi les vignerons sur place. Mais par contre, il n'avait pas le marché ou le côté marketing. Okay. Le domaine Bellargus, ça n'existait pas. Donc c'était pas connu. Enfin, il n'y avait rien, quoi. Et donc ça, il l'a créé. Il a acheté des terres un peu à droite à gauche, etc. Des belles choses. Et là c'est parti et ça marche de fou. Donc bon, pareil, il avait un peu de cash quand même pour le faire. Ouais, il avait une bonne base de départ. Ouais, il a fait pour le coup, il a fait quelque chose d'assez gros, mais je pense qu'à plus petit, tu peux faire ça. Et moi, j'ai croisé à Cahors, justement, on en parlait, le domaine de Calmette, ça s'appelle. D'accord. Incroyable. Si tu passes chez ton caviste, demande-en. Je pense qu'ils sont très bien distribués à Paris, donc je pense qu'ils en ont. Et là, tu vois, je pense que ça fait partie des projets à 1, 2, peut-être 3 millions d'euros. Alors, c'est un projet de vie pour eux. Hein. Ils vivent, ils sont là-bas toute l'année, etc. Mais c'est incroyable ce qu'ils font et je pense qu'ils doivent se régaler. Donc, okay. Voilà. Mais ouais, c'est ce que je voulais dire un tout petit peu avant sur leur projet de vie aussi. Ouais. C'est que tu vois, 1 ou 2 millions d'euros, c'est relativement accessible. En tout cas, c'est possible, c'est possible pour beaucoup de monde de le réaliser. Par contre, ça nécessite un temps et c'est une charge mentale qui est incroyable parce que déjà, un appart, c'est une charge mentale pour pas mal de personnes. 2, 3, 5 apparts, c'est encore plus de charge mentale. Ouais. Mais là, tu regardes tous les jours sûrement la météo sur place. Ouais. Quand il pleut, tu te dis putain, il va y avoir des maladies. Quand il fait trop chaud, tu te dis la vigne, elle va pas être suffisamment en forme. Puis après, tu te dis bon, il faut vendre mon vin, il faut le mettre en bouteille. T'as des années de merde et tout. Ouais, donc c'est quand même une charge mentale. Et quand bien même t'as un manager sur place ou quelqu'un d'expérimenté, je pense que t'es très souvent en contact avec lui. Ouais. Donc il faut garder ça en tête et se dire que c'est. Ouais, ça sera d'autres. Enfin, c'est d'autres emmerdes. C'est un projet passion, mais il faut être passionné, il faut avoir envie d'y aller. Et voilà. Mais c'est très cool et j'espère que j'aurai la chance de le faire aussi un jour. Peut-être pas bientôt, mais. Je te le souhaite. Mais ce serait cool. Ouais, j'aimerais bien. C'est un petit avant-goût. Ouais. Mais j'aimerais bien, justement, avec mon podcast et les auditeurs que je peux avoir, créer une sorte de. Un peu un Wine Angels, mais différent, où on posséderait tous ensemble un domaine, tu vois, qui serait le domaine des auditeurs du podcast. Cool. Quelque chose comme ça. C'est une idée un peu à la con que j'ai eue quand j'ai réfléchi il n'y a pas très longtemps sur qu'est-ce que je pouvais faire d'autre avec mon podcast. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Je trouve que ça pourrait être... Ou déjà à moindre échelle, constituer une espèce de... Ou un Imo Cities du vin, tiens, why not. Tu peux, c'est pas encore pris ça. C'est pas encore pris. Imo Vino. Ouais, Imo Vino, et ça marche bien en plus. Imo Vino. Je vais le déposer juste après là parce que tu vas me le prendre. Tu vois, là je me suis inscrit sur Wine Angel, là dont j'ai fait mon cahier aussi. Évidemment, là je dois être validé par la street. Donc merci pour vos réponses et nous allons vous envoyer un mail de confirmation de dépôt de votre candidature que j'ai reçu et j'attends avec impatience qu'on me dise que c'est bon. J'enverrai un message à Laurent juste après, il sera attentif. Tu pousses la candidature. Attentif à ta présence. Deux questions avant de nous quitter. Qu'est-ce que tu penses du vin bio? Sans sulfite, tout ça. Alors déjà la dégustation, parce que c'est intéressant d'avoir ton avis. Mais je te pose la question aussi, est-ce que, c'est peut-être un peu antinomique, mais est-ce que tu peux avoir des vins bio qui de garde et en faire des trucs, et est-ce qu'ils peuvent prendre de la valeur, par exemple? Ouais, du coup, dans le vin, tu as différentes échelles de niveau de bio ou de naturalité, même pour aller plus loin que le bio. Donc tu as le bio, qui consiste à réduire l'utilisation des... Alors, tu as 3 échelles, le bio, la biodynamie, le nature. Okay. Une des grandes différences parmi les 3 consiste dans l'utilisation des sulfites, donc le SO2 en gros, que tu mets... le SO2, c'est un intrant que tu mets dans ton vin, dans ton jus, une fois qu'il est terminé, et qui permet de le stabiliser, on peut dire. Ouais. Et en fait, ton vin, quand il fermente, ton jus, quand il fermente pour créer du vin, pour créer de l'alcool, tu as des levures, et ces levures, quand tu mets du SO2, tu les tues, et comme ça, ton vin, il bouge plus. Ouais. Donc tu fermes le bouchon, tac, c'est fini. Alors il va continuer d'évoluer parce qu'il va vieillir, etc. Mais par contre, il va pas partir en vinaigre. Voilà, exactement. Enfin, t'as des risques, mais en tout cas, c'est préservé. Donc une des grandes différences parmi ces 3 niveaux, bio, biodynamie et nature, c'est le niveau d'utilisation du SO2. Dans le conventionnel, tu peux en utiliser un certain niveau et c'est décroissant effectivement en fonction des niveaux. Donc dans le bio,
tu utilises moins de SO2 et tu n'utilises pas d'intrants chimiques dans ta culture de la vigne. La biodynamie, ça va un peu plus loin parce que tu associes à la culture bio et aux réductions, à la non-utilisation des intrants chimiques, tu y associes une croyance ou une vision dans l'influence du cycle cosmique, en gros de la Lune, des astres, etc., sur ton vignoble. Alors ça consiste à suivre le calendrier de la biodynamie. Donc tu vois, dans le calendrier de la biodynamie, tu as des jours racines, des jours fruits, des jours fleurs, machin, et donc tu mènes certaines actions en fonction des jours. Tu utilises certaines tisanes que tu as fait toi-même pour pas utiliser d'intrants chimiques, justement tu utilises certaines tisanes que tu as faites pour ta vigne pour répondre à certains maux qu'elle peut avoir. Et tu fais aussi des trucs qui sont un peu absurdes. Tu dois te mettre tout nu dans certaines vignes. C'est une blague. Je veux bien qu'on fasse plein de choses, mais là. Mais c'est pas loin. Tu peux le faire, hein, mais. En vrai, c'est pas très loin. C'est un peu la vision qu'on peut avoir parfois de la biodynamie. Et ensuite, tu as le vin nature qui consiste à rien utiliser, à laisser le truc se faire. Ok, et, ça prend pas. Voilà, ça prend pas. T'as un rendement de merde, quoi. Mais je me dis. Why not Dans tout ça, tu as une grande différence entre des vins qui sont très bien faits et des vins qui sont pas bien faits. Et donc, tu vois, moi, il y a certains vins nature que je trouve incroyables. Vraiment, parfois, je goûte des choses à l'aveugle. Tu vois, on met une chaussette sur la bouteille, on goûte, comme ça, on sait pas ce qu'on goûte. Et vraiment, tu as des trucs, c'est spectaculaire, quoi. Ouais, est-ce qu'il y a une vraie. Est-ce qu'on peut ressentir quelque chose de positif carrément. Dans la bouteille. Mais carrément. Enfin, tu sens quelque chose d'incroyable. Mais tu goûtes aussi des trucs qui sentent la vache, qui sentent les pieds. Enfin, tu vois, c'est pas bon, quoi. À un moment donné, le vin, qu'il soit nature ou pas, biodynamie ou pas, bio ou pas, il faut qu'il soit bon. Donc, parfois, tu goûtes des trucs. Moi, c'est pas mon goût, en tout cas. Je suis désolé. Un vin, ça doit pas sentir la vache. Voilà, c'est tout. J'aime pas. C'est pas grave. S'il y a des gens qui aiment, c'est leur goût. Je suis très content pour eux. Mais parfois, t'as pas mal d'établissements, d'autant plus à Paris, qui vont te vendre des trucs à 40, 50, 60 balles la bouteille. Je faisais référence un peu à ça. Tu vois, alors que voilà. Par contre, t'as des vins nature qui sont incroyables. Moi, ma thèse, c'est que quand tu fais quelque chose de bien, que ce soit pour la vigne ou pour ton vin, peu importe ce que tu fais, si c'est danser tout nu dans ta vigne ou tu vas suivre des cycles lunaires, enterrer des cornes de bœuf remplies de bouse dans ta vigne que tu tournes d'une certaine manière. T'en as qui font ça, vraiment, dans la biodynamie. Le sang séché, trucs comme ça. Exactement. Ça, c'est à peu près naturel d'ailleurs. En fait, moi, ma thèse, c'est, je sais pas si c'est meilleur ou pas, mais vu que tu fais quelque chose de meilleur, ou que tu apportes une attention supplémentaire, que toi, tu mets de l'intention dans tout ce que tu fais, ça va se ressentir. Je pense qu'à la fin des fins, ça se ressent. Et sur le bio en tant que tel, juste le bio et pas le nature du coup, sur le bio, 80% des domaines que je vois, ils vont de plus en plus. Et vraiment, et parmi eux, beaucoup de domaines à Bordeaux, parfois on dit Bordeaux c'est des pesticides, machin. En vrai, moi je vois vraiment une transition depuis plusieurs années où les mecs font attention, ils utilisent plus d'intrants chimiques. Alors ça a été le cas à une époque, pour beaucoup de domaines, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, tu as une attention de plus en plus importante qui est là-dessus. Et je pense que tu peux pas faire sans. Enfin, si tu te focuses juste sur les attentes du consommateur, tu peux pas faire sans. Si tu te focuses même sur les attentes de la planète, de l'environnement, etc., c'est évident. À une époque, par exemple, entre les rangs de vignes, tu devais n'avoir aucun brin d'herbe parce qu'on disait que l'herbe faisait concurrence à la vigne. Et donc, tu vois, dans un sol, t'as la vigne et t'as l'herbe, ça fait deux plantes. Les deux vont se battre pour coloniser le milieu parce que c'est la nature, c'est comme ça. Donc si t'as de l'herbe, pomper de l'énergie. Et donc si t'as de l'herbe, la vigne va pas se développer. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans la terre, t'as aussi plein de mycorhizes, de petits champignons, etc., qui permettent de faire l'expression du terroir, qui sont collés aux racines de la vigne, qui permettent justement d'extraire les minéraux du sol pour les transmettre à la plante, etc. Enfin, il y a toute une théorie agricole, agronome autour de ça. Et donc, si tu tues l'herbe, tu tues aussi les mycorhizes, et à Dienne, tu as un vin qui exprime pas la profondeur du terroir. Qui est moins profond. Exactement. Donc, tu as beaucoup de domaines qui vont vers le bio. Pour moi, c'est excellent. Ça continuera à être des vins de garde, sans aucun doute. Et ça, pas d'influence. Non, c'est encore mieux. Enfin, c'est mieux l'idée. Exactement. Il y a très peu d'influence. Parce que tu peux toujours mettre du SO2 même quand tu fais du bio, même quand tu fais de la biodynamie, même si tu en mets moins, mais juste au moins tu stabilises le vin et c'est tranquille. Sur les vins nature,
Là, c'est un peu plus difficile. On a moins de recul sur la garde des vins. Maintenant, je vois pas pourquoi ce serait pas possible, mais bon. Peut-être beaucoup plus sensible, quoi. Ce sera plus sensible, ça évoluera peut-être différemment que ce qu'on connaît, mais voilà. Mais dans tout ça, et même dans les vins qui sont en agriculture conventionnelle, donc qui utilisent des pesticides, etc., t'as des vins qui sont très bien faits, qui sont très beaux, et pour lesquels je me régale, et t'as des vins qui sont pas bons, selon mon goût en tout cas, que ce soit parce qu'ils ont pas respecté certaines pratiques, ou parce qu'ils ont mis, je sais pas, trop de pesticides, ou parce que c'est récolté avec des rendements de l'espace, parce qu'il faut faire pisser la vigne. C'est ça, pisser la vigne. Donc, peu importe, mais en tout cas, t'auras toujours des vins qui sont magnifiques et des vins qui sont pas très bons pour moi, et voilà, c'est comme ça. On a parlé de nos vins franco-français. Est-ce qu'on parle de nos vins français à l'étranger? Alors, j'entends vin californien, cépage français. Ouais, en fait, t'as beaucoup de... Dans le vin, t'as ce qu'on appelle l'ancien monde et le nouveau monde. L'ancien monde, en gros, c'est l'Europe. L'Europe et autres. Ouais, voilà. Enfin, tu vois, t'as la France, l'Allemagne, un peu l'Autriche, l'Italie, l'Espagne. En gros, c'est les grands pays viticoles. Et aussi, il faut pas l'oublier, on parlait d'acheter des domaines, dans les régions. J'aurais pu te surprendre en disant ça, mais l'Europe de l'Est regorge de pépites incroyables. La Roumanie, par exemple, la Géorgie aussi. La Géorgie, c'est le berceau du vin. Ils faisaient du vin il y a 4000 ans. Ils ont des domaines qui sont incroyables. Enfin, je pense que ce serait pas con d'investir là-bas en y réfléchissant. Je sais pas à combien il y a l'hectare, mais c'est peut-être pas bête d'aller là-bas. Donc bref, tout ça c'est l'ancien monde. Ensuite, tu as le nouveau monde qui est arrivé fin du 20e et qui explose à certains endroits. Donc évidemment Napa Valley qui est incroyable, dans lequel d'ailleurs tu as des négociants de Bordeaux qui vendent du vin de la Napa, selon le même principe des primeurs. D'accord. Donc tu peux aussi en trouver parfois. Transposer là-bas. Exactement, transposer sur place. Et là-bas, t'as des vins qui sont incroyables. Opus One, par exemple, qui est un des grands vins de la Napa Valley et qui est vendu quasiment au même niveau que des Bordeaux, des grands Bordeaux. C'était un peu le sens de ma question. C'est est-ce qu'en finalité, maintenant, ces vins rivalisent très bien avec... carrément. En tout cas, t'en trouves certains qui rivalisent très bien, au moins en termes de prix et d'investissement. Et en termes de goût, t'en as aussi qui sont spectaculaires. Cheval Blanc, par exemple, donc, qui est un grand cru classé de Saint-Émilion, qui est une des plus belles propriétés françaises de Saint-Émilion, à son équivalent au Chili, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Cheval des Andes. Pas con. Exactement. Et c'est la même team. Enfin, ils ont fait une branche là-bas, quoi. En gros, ça appartient aussi à LVMH, etc. LVMH est allé investir en Chine aussi, évidemment, pour créer des vignobles de toutes pièces là-bas. Localement. T'as des vins australiens, etc., etc. Le vin français restera sûrement le meilleur au monde, quoi qu'on en dise. Donc ça, c'est le chauvinisme, ça? Ça, c'est évidemment le chauvinisme. Écoute, je sais pas. Je pense que ça dépend. Après, c'est difficile de goûter des vins de manière équivalente, etc. Tu vois, mais tu peux faire des dégustes à l'aveugle. T'as un peu en France, t'as un peu un traumatisme pour notre histoire qui s'appelle le Jugement de Paris, qui est un truc qui est intervenu en 1971, si je dis pas de conneries. Pour développer un peu, alors en fait, c'est quelques personnes qui se sont réunies à l'Intercontinental, donc l'hôtel qui est juste à côté d'Opéra à Paris. Et ils ont goûté à l'aveugle des vins français et des vins américains. Et les vins américains sont arrivés devant les vins français. Et là, ça a été cataclysme dans le monde du vin. Tu vois, impossible que des vins du Nouveau Monde soient meilleurs que nos vins. Bon, après, ce que vaut une dégustation à 10h du mat par des mecs qui ont bu du café avant, en 1971, sur des millésimes différents, des vins différents et tout, enfin, ça vaut selon des critères qui sont pas forcément les mêmes, etc. Bref, on peut remettre ça en question. Du vin qui est excellent, il y en a partout dans le monde. Je pense que ça vaut le coup d'en acheter certains d'un point de vue investissement, tu vois, parce que t'as des grandes pépites de certains pays qui sont toujours là, que tu peux facilement trouver. Pour acheter des terres là-bas, alors dans la Napa, c'est mort, c'est le Disneyland du vin. Tu peux, super high-tech. Voilà. Donc là c'est dead, mais peut-être que dans certains endroits, t'as moyen de faire quelque chose encore de très bon. Au Chili, tu vois. Ouais, au Chili, ça peut être pas mal. Après, c'est un peu loin, donc si tu dois contrôler des trucs, c'est un peu relou. Peut-être que tu vois, en vrai, l'Europe de l'Est, maintenant que j'y réfléchis, c'est vraiment pas con parce que tu prends un avion en 1h30, 2h tiède, t'as quasiment pas de décalage horaire. Ça se fait bien, quoi. C'est pas bête. Ok. Écoute, peut-être le château là-bas, peut-être sera moins cher. C'est parti. Ok, super. Est-ce que tu peux rappeler le nom du podcast? On répète en fin d'émission. Bien sûr, venez m'écouter sur le Wine Makers Show. Sur toutes les bonnes plateformes, j'imagine. Même toutes les plateformes. Même celles qui sont pas très bonnes. Ok. Enfin, j'en sais rien en fait. Je diffuse partout. En tout cas, si vous écoutez ce podcast, vous allez trouver le Wine Makers Show. Un invité toutes les 2 semaines sur des sujets ultra différents, que ce soit faire du vin, investir dedans parfois quand c'est des banquiers, des hommes d'affaires, etc. Que ce soit des grands sommeliers, peu importe. Ok,
Top. Merci Antoine. Merci à toi Loïc. Et puis dommage, t'es arrivé un peu tôt. Si t'étais arrivé un peu plus tard, on aurait peut-être fait l'apéro. Mais ouais, on aurait dû... Écoute, pour l'épisode 2, la prochaine fois. Allez, ça marche. Où tu viendras dîner à la maison, ouais, à la cave. Mais tu passeras chez ta famille pour prendre des bonnes bouteilles. Ça, je te préviens. Ça marche. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On va de plus en plus vers la diversité des placements. Et puis là, c'était un peu épisode plaisir aussi. C'est cool. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode dans Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager Club Deal autour de vous et à me laisser une note 5 étoiles, notamment sur Apple Podcast. Vous savez, ça m'aide énormément à remonter dans les classements. Et si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire sur LinkedIn, Loïc Audet, ou sur Instagram, Loïc-OD, AUDET. C'est avec le plus grand des plaisirs que je répondrai à toutes vos questions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.